Alors bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de découvrir une librairie que j'ai créée. J'en profite pour me faire un petit peu d'autopromotion, qui est un éditeur de pages visuelles. Donc c'est une librairie qui a été créée au travers d'une mission chez Boxraiser, qui est une plateforme un petit peu comme Shopify, mais qui est plutôt spécialisée sur l'abonnement en plus du e-commerce traditionnel. Et dans le cadre de ce projet-là, une des problématiques que l'on avait, c'était de permettre aux utilisateurs de pouvoir créer leur page avec le plus d'autonomie possible et le plus facilement possible. Donc on a évalué pas mal de solutions. Il y a des solutions comme CK Editor, TinyMCE ou Editor.js qui sont des solutions intéressantes, mais plutôt orientées autour du texte ou des blogs. Pas idéal de créer des pages complètes avec ça. L'autre solution, c'est des trucs comme Craft.js qui permettent carrément d'administrer des pages et de gérer complètement le layout. Le problème, c'est que c'est trop compliqué et ça donne rarement des très bons résultats quand vous mettez ça dans les mains de vos administrateurs. Donc ne trouvant pas chaussure à mon pied, j'ai décidé de créer moi-même mon propre éditeur, comme ça on ne serait pas forcément dépendant d'une solution externe et on aurait la main sur les choses en fonction de nos besoins. Et Boxraiser a été plutôt sympa, il a décidé de mettre en place cette librairie en open source. Attention, ça ne veut pas nécessairement dire que la librairie est gratuite, vous pouvez l'utiliser sans limitation pour des projets personnels à but non commerciaux. Par contre, si c'est pour un projet à but commercial, il faudra nous contacter pour qu'on établisse ensemble une licence. Alors maintenant, vous dites bien à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble mon éditeur. Donc vous avez à gauche l'ensemble des blocs qui composent la page et à droite un rendu en temps réel de la page en question. Vous avez la possibilité de changer le layout et de voir rapidement ce que ça donne sur mobile ou desktop. Bon, plutôt classique jusqu'à maintenant. Vous pouvez agencer les différents blocs en fonction de vos besoins et vous avez ensuite la possibilité d'éditer le contenu du bloc. Alors l'édition ne se fait pas en live sur la partie de droite, mais se fait au travers de champs dans la partie de gauche. Et vous pouvez modifier le contenu, et dès que vous faites une petite modification, vous voyez un aperçu qui se met à jour dans la partie de droite. Donc vous avez différents types de champs qui vont être préconçus, et même ce champ-là, ce n'est pas un simple champ de texte, c'est un champ où quand on sélectionne du texte, on peut un petit peu le mettre en forme avec du gras, de l'italique, ce genre de choses. En dessous, on a un système de répéteurs qui permet de choisir les boutons qui vont composer notre héros. Et on a aussi une partie apparence ici où on peut changer l'apparence. On peut changer par exemple la couleur de texte du titre. On peut changer la couleur de fond. On peut même choisir une image. On peut brancher un file manager si on le souhaite. Moi ici, j'ai juste pris une image au hasard sur Unsplash. Et vous pouvez gérer comme ça pas mal de choses. Mais ce que je vous montre là, c'est juste un bloc. Et concrètement, dans l'éditeur, vous n'aurez pas de blocs qui vont être fournis par défaut. C'est vous qui allez pouvoir définir les blocs en fonction de vos besoins, avec une syntaxe qui est relativement simple. Donc vous allez pouvoir charger la librairie, et ensuite vous allez dire je veux créer un nouveau bloc pour pouvoir concevoir ma page, et ce bloc il va être composé des champs suivants. Et vous pouvez sélectionner parmi une liste de champs qui sont prédéfinis dans la librairie, et même créer vous-même vos propres champs. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie rendu. Cette partie rendue, j'ai voulu éviter de faire deux fois le code. Moi, je travaille avec du Laravel ou du Symfony, et donc je génère mes pages directement côté serveur. Et ce que je voulais éviter, c'est de devoir créer la structure de mes blocs à la fois en JavaScript pour la partie édition, et à la fois en PHP pour la partie rendu. Donc le rendu se fait directement avec du serveur. Dès que vous faites une modification, c'est le serveur qui va recevoir les données et qui va rendre seulement le bloc qui a été modifié. Il ne rendra pas toute la page, ce serait beaucoup trop lourd, il rendra simplement le petit bloc que vous avez. Donc il y a un système de debounce, mais dès que vous faites une modification, vous voyez les changements, hop, et comme ça permet de ne pas avoir le code qui est dupliqué deux fois. Et ensuite, vous pouvez composer votre page avec les blocs que vous souhaitez. Donc là, par exemple, c'est un bloc pricing, c'est celui que l'on a en dessous, où là, encore une fois, on a un système de répéteurs qui nous permet de choisir les prix, d'afficher des choses, et dès qu'on fait les modifications, on voit les choses en temps réel. Donc voilà le principe de base. Sachant que cette librairie-là, j'ai essayé de la penser la plus générique possible. Même si elle utilise en interne React ou quoi que ce soit, vous n'avez pas du tout besoin de connaître React. J'ai conçu ça sous forme de simple custom element. Donc pour utiliser l'éditeur visuel dans votre page, il vous suffira simplement de mettre un custom element et pof, votre éditeur visuel apparaîtra sur la page. Alors d'ailleurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire un exemple d'intégration pour vous montrer comment ça peut fonctionner dans un cas concret. J'ai ici pris une application Laravel, mais ça peut fonctionner avec du Symfony, du Django, de ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, dans ce formulaire, je vais rajouter du coup un champ qui va permettre de rentrer notre contenu. Donc dans ma page, au niveau de mon HTML, je vais utiliser mon Visual Editor. Donc ce Visual Editor, il fonctionne un petit peu comme un text area ou un input. On doit lui donner un nom, qui sera le nom de notre champ que recevra le serveur, et on doit lui donner une valeur. Donc, si vous ne mettez rien,
ben, par défaut, il ne mettra rien dans notre éditeur visuel. Bon, par défaut, il ne va pas fonctionner, hein, parce que dans notre site, ici, il ne va pas savoir comment charger ce custom element. Donc, il va falloir le déclarer. Alors, je vais mettre directement le script ici, c'est pour vous montrer ça rapidement, mais dans un cas concret, il faudrait évidemment créer un JavaScript à séparer et faire ça bien. Pour utiliser l'éditeur visuel, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez utiliser Webpack, Vite ou autre et l'importer via NPM. Donc le package s'appelle @boxraiser/visual editor, vous l'avez dans la documentation ici. Soit vous pouvez l'utiliser en mode standalone depuis Unpackage par exemple. Donc si vous essayez d'explorer ce dépôt depuis Unpackage, vous avez une version standalone qui est une version dans laquelle j'ai intégré toutes les librairies à l'intérieur et qui peut être utilisée directement côté navigateur. Alors ça peut sembler assez lourd, 1,55 MB, et je suis complètement d'accord avec vous, mais il faut savoir que ça intègre un éditeur visuel pour éditer l'HTML, ça intègre un date picker, ça intègre un color picker, donc il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est un peu lourd, et la version que vous utilisez avec Webpack, elle est très checkable, donc je vous conseillerais évidemment d'utiliser celle-ci. Pour l'exemple là, on va aller au plus rapide et on va prendre cette version-là. Donc je vais la prendre depuis Unpackage en prenant ce lien-là. Donc dans ma partie script ici, je vais lui dire « Je veux que tu importes ». On va importer l'élément qui s'appelle Visual Editor, from, et on va l'importer depuis cette version standalone. Une fois que l'on a, on peut initialiser un editor en faisant const editor égale new Visual Editor. Et une fois qu'on a cette instance, on peut l'utiliser pour définir notre custom element grâce à la méthode define_element. Si Visual Editor ne vous va pas comme nom, vous pouvez changer le nom du custom element en mettant ici un paramètre. Par contre, attention, il faut respecter les conventions des custom elements, à savoir qu'il faut un petit tiret et au moins 2 mots. Donc nous, on va laisser l'option par défaut. Et rien qu'en faisant ça, vous devriez avoir un éditeur visuel qui va se charger sur votre page. Donc je vais d'ailleurs rapatrier cet écran-là au niveau de mon premier écran. Et si je réactualise la page, ça devrait fonctionner, seulement si je précise que mon JavaScript est de type module. Et là maintenant, hop, mon éditeur s'affiche par défaut. Si vous ne souhaitez pas que l'éditeur s'affiche, parce que ça peut être gênant et vous avez peut-être envie que le reste du formulaire soit visible, vous pouvez mettre ici l'attribut hidden, et dans ce cas-là, l'éditeur ne s'affichera pas. Et vous pouvez utiliser un bouton pour, par exemple, activer ou désactiver l'éditeur visuel. Donc si vous utilisez des choses comme Alpine, ça prend vraiment 2 secondes. Vous rajoutez ici un attribut x-data. Hop. Vous lui dites que par défaut, l'éditeur il sera fermé. Hop. Vous créez ensuite un petit bouton. Hop. On lui donne des jolies classes, histoire que ça soit sympa. On lui dit afficher l'éditeur. Et je vais lui dire à ce niveau-là, lorsque tu cliques sur ce bouton-là, donc il sera de type button pour ne pas soumettre le formulaire quand on clique dessus, je veux que tu mettes open à true. L'attribut hidden du coup sera conditionné par la présence de ce open, donc on lui dira c'est hidden seulement si le open est à false. Et on a sur le Visual Editor un événement qui est déclenché lorsque l'éditeur, on essaie de le fermer. Et cet événement, c'est l'événement close. Donc là, on peut lui dire on close, je veux que tu mettes open à false. Voilà. Et là, en 2 secondes, vous avez branché un comportement. Je clique sur afficher l'éditeur, je clique sur fermer et l'éditeur se masque. Donc par défaut, cet éditeur, il ne permet pas de faire grand-chose. On n'a aucun bloc qui est renseigné, donc c'est pas terrible. Donc ce que l'on peut faire, c'est définir justement nos blocs. Et vous avez un exemple sur la documentation dès la home page ici, mais il faudra adapter en fonction de vos besoins. Si on prend le cas d'un bloc héros, c'est le truc le plus classique, on va dire, c'est très simple. On fait un register component. Ensuite, à l'intérieur, on va donner le nom de notre composant, héros par exemple, et on va lui donner ensuite des options. Donc au niveau des options, on va avoir le titre, donc ça c'est ce qui sera affiché dans le sélecteur de blocs, donc on va l'appeler héros. Ensuite, on peut lui assigner une catégorie, ça c'est pas nécessaire, et ensuite on peut lui donner l'ensemble des champs qui vont composer notre bloc. Donc on a plein de champs qui sont disponibles, ils sont listés dans la documentation. Donc si on veut juste un texte qui n'est pas formaté, on peut mettre texte. Donc là, il faudra l'importer ici. Et les champs fonctionnent toujours de la même manière. Ce sont des simples fonctions qui prennent en premier paramètre l'id de notre champ. Donc c'est comme ça qu'on le récupérera après côté PHP. Donc nous, on mettra title ici. Et ensuite, on lui passe un objet d'option avec les différentes options qui varient d'un champ à l'autre. Par exemple, pour le texte, on peut mettre un label, un help et un default. Donc moi, par exemple, je vais mettre ici un label qui sera un titre.
Ensuite, hop, je mets une virgule et je rajoute mon autre champ. On peut choisir par exemple un champ HTML. Donc c'est un champ qui utilise TipTap pour afficher une aide permettant de formater avec de l'HTML. On peut choisir est-ce qu'on veut du multiligne, est-ce qu'on autorise des entêtes, H1, H2, les couleurs que l'on permet de rentrer. Donc ça c'est utile pour le texte ici, comme ça on peut changer des couleurs à la volée. La valeur par défaut et de l'aide si on veut mettre un petit texte en dessous. Donc moi je vais prendre ça directement et on ne va mettre que ce qui nous intéresse. Donc là on va lui dire je veux de l'HTML texte, ça on l'importe ici. Et on met le nom de notre champ, on va l'appeler content typiquement. On mettra notre label, description, et on lui dira c'est multiligne. Voilà. Après tout le reste, on s'en fiche un petit peu. Peut-être le low heading, on le mettra à false, voilà, pour être sûr, et le reste, pour l'instant, on n'y touchera pas. L'avantage, c'est que c'est du JavaScript. Donc par exemple, pour les couleurs, si vous voulez réutiliser le même système de couleurs entre plusieurs blocs, il vous suffit de créer une variable et de réutiliser cette variable partout. Et ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, si je réactualise ma page et que je clique sur afficher l'éditeur, lorsque je clique sur ajouter un composant, on voit qu'on a ce composant-là. Là, on n'a pas d'image d'aperçu, on en parlera juste après. Et si je clique, je peux rajouter ce composant et j'ai mes deux champs. Mon champ de type titre et mon champ de type description qui nous permet d'insérer de l'HTML. Si on veut créer des boutons, on peut utiliser un répéteur. Donc le répéteur va permettre de, comme son nom l'indique, répéter plusieurs champs. Donc il fonctionne de la manière suivante. Hop. On lui dit « je veux créer un repeater ». Je lui donne un nom, donc on va l'appeler buttons ou action. Action, c'est pas mal. Je l'importe depuis hop, notre JS ici, et je vais lui préciser ensuite un label. Donc là, ça sera par exemple les actions. Je peux changer le label qui va être utilisé pour ajouter un nouveau bouton. Donc là, on mettra « ajouter un bouton ». Hop. Vous pouvez choisir le nombre minimum d'éléments, donc ça permettra de pré-remplir en fait avec un élément, et le nombre maximum. Ça désactivera le bouton ajouter quand vous atteignez le maximum. Là, on va dire que par exemple, on a 2 boutons au max. Et après, vous devez spécifier les champs qui vont composer du coup ce répéteur. Donc nous, dans notre cas, on aura un texte qui sera le label de notre bouton. Donc là, on va lui dire, on veut que ça soit le libellé. Vous pouvez mettre une valeur par défaut aussi, par exemple ça serait un call to action. Et hop, on crée un autre texte qui permettra de spécifier l'URL. Donc on mettra un nom URL, hop, URL, et on ne mettra pas de valeur par défaut. Et pour par exemple le type du bouton, hop, on va utiliser un select, parce qu'on veut pouvoir mettre primary ou secondary. Donc pour le select, vous pouvez aussi vous rendre sur la documentation pour voir les options, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le plus générique possible. Vous avez en général toujours un label, donc ça serait le type du bouton. Vous pouvez mettre une valeur par défaut, donc nous on mettra primary, et ensuite vous pouvez préciser les options, et les options ça sera un tableau où on mettra les différentes options. Donc c'est un peu long la première fois, mais encore une fois, c'est du JavaScript, donc rien ne vous empêche de vous créer une fonction, une variable qui s'appellerait button options ou button select et de réutiliser cette fonction-là à chaque fois. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette manière de définir les champs. Donc là, on va mettre primary et secondary. Donc le label, ça sera secondary et la valeur qui sera utilisée sera secondary. Donc là, on a créé un premier composant. Mais ce que l'on pourrait faire, hop, c'est se dire ça, c'est pratique au niveau général, donc je vais le sauvegarder dans une variable et je vais l'appeler buttons. Hop. Je la crée en amont, const buttons, et je lui dis d'utiliser ce répéteur-là. Si je veux créer un nouveau composant, hop, il me suffit de dupliquer ce code-là. On s'imagine ici que ça serait text centered. Hop, on lui dirait texte centré. On aurait simplement du contenu et les boutons derrière. C'est un peu du duplicata. Mais hop, là, si je réactualise la page, j'ai la possibilité de choisir entre ces deux composants. Je peux mettre mon bloc héros en mettant mon titre, hop, mon contenu et mes différentes actions. Hop, et là, je vois que j'ai ça. Alors, par défaut, ici, il met le numéro en fait, de notre répéteur. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un de ces champs-là en libellé. Donc moi, par exemple, ça serait bien d'utiliser ce que l'on a là. Donc dans mon répéteur, je vais lui dire ici, quand le répéteur est collapsed, je veux que tu utilises le champ qui s'appelle label. Hop. Si je fais ça, dans ce cas-là, lorsque vous allez créer un nouveau bouton, c'est ça qui va être utilisé. Comme ça, quand le champ sera replié, ça permet de savoir lequel on est en train de modifier.
Et dès que vous le modifiez, hop, ça se modifie là. Donc ça, c'est plutôt cool, mais maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand je vais sauvegarder ça? À quoi ça ressemble? En fait, c'est très très simple. Moi, ce que je fais, c'est que l'éditeur visuel, il cache tout simplement un texte area qui a le nom que vous avez demandé, qui va contenir la structure de notre page. Cette structure, elle est sauvegardée sous forme de JSON. Vous pouvez d'ailleurs l'observer en copiant ce code-là. J'ai mis en place ce bouton, comme ça on peut copier une page et le coller. Si je fais un CTRL-V, pof, ça va coller la structure. Donc si je fais CTRL-V ici, pouf, ça me ressort les blocs tels que je les avais créés. C'est pratique comme ça pour importer le code. Mais si on regarde au niveau de notre page, hop, si je colle ici, voilà à quoi ça ressemble. En fait, on va simplement avoir un JSON qui va avoir notre contenu. Du coup, côté script, dans le cadre de Laravel, il faut juste lui dire, au fait, j'accepte que tu rentres le contenu, il n'y a pas de problème. Et dans votre request, il faut lui dire, au niveau du contenu, ça doit être du JSON valide. Ou voilà, vous autorisez tout et là, il n'y a pas de souci. Dans votre base de données, ça sera sauvegardé soit au format JSON, soit au format long text, si vous n'avez pas besoin de parcourir le JSON plus tard. Donc si maintenant j'essaie de remettre ma structure, donc on va mettre un titre de test, on va mettre une description, on laisse le call to action, on fait sauvegarder, et automatiquement, le bouton sauvegarder qui est sur l'éditeur visuel, c'est un button de type submit. Donc si votre Visual Editor est utilisé dans un formulaire, ce qui était mon cas ici, automatiquement, il soumettra le formulaire. Ce que je trouve en général plutôt pratique, plutôt que de devoir fermer l'éditeur pour cliquer sur sauvegarder. Donc maintenant, si je regarde ma base de données, hop, si je regarde Movies, et que je regarde le film numéro... alors c'est le numéro 1, on voit que dans la partie Content, on a bien notre JSON. Si on veut que l'utilisateur puisse rééditer son contenu, parce que là, dès qu'il clique ici, ça nous montre un contenu vide, vous pouvez aller dans la partie formulaire, et hop, le value qu'on avait laissé vide, vous remplissez avec le contenu qui était préalablement rentré. Donc nous, ici, ça serait notre movie et notre content. Voilà. Et si je réactualise, maintenant, il a pré-rempli avec notre contenu. Donc là, on a l'édition de blocs qui fonctionne comme ça de base. Et vous voyez que c'est très très simple à mettre en place. Vous définissez vos blocs et c'est tout ce que vous avez à faire. Alors, il y a d'autres attributs que l'on peut utiliser. Donc si on revient ici, si je descends un petit peu en bas, voilà, on a le hidden qu'on utilise, le name que l'on utilise. Preview, ça sera l'URL qui sera utilisé pour générer la preview. Donc nous, ici, on va lui dire d'appeler un endpoint que l'on n'a pas créé pour l'instant, qui s'appellerait /preview. Donc là, c'est votre API, basiquement. Hop, alors, hop, on va essayer de mettre ça un peu mieux en page. Voilà. Donc on va lui dire la preview, ça sera /preview. Mais vous pouvez mettre l'URL que vous voulez. Et ensuite, vous avez aussi icône URL, qui sera l'URL utilisé pour afficher les icônes. Et le crochet name sera remplacé par le nom du composant, donc hero ou text center dans notre cas. Alors moi, je crois que j'ai déjà préparé quelques trucs, c'est dans icons et c'est name.svg. Et dans ce cas-là, hop, quand je vais choisir mon héros, j'ai cette petite apparence. Libre à vous de créer des icônes qui sont les plus représentatives possibles pour votre système. Comme je vous l'ai dit, vous avez aussi la possibilité de spécifier des catégories. Là, on ne l'a pas forcément fait, mais ce composant-là, vous pouvez par exemple le dire, c'est pour les pages. Et hop, par exemple, ce composant-là, il va plutôt être pour la catégorie product. Et dans ce cas-là, ça va créer en fait des onglets qui permettent de sélectionner les blocs. Et c'est un peu mieux quand vous commencez à avoir beaucoup de blocs de pouvoir les sélectionner en fonction de la situation. Donc maintenant, on va parler de la partie preview, parce que c'est bien sympa d'avoir nos blocs, mais on aimerait bien que l'administrateur puisse voir à quoi ça ressemble. C'est quand même l'objectif. Donc cette partie-là, elle est expliquée sur la documentation. Hein. Hop, je tiens vraiment à vous montrer que je me suis embêté. Pour une fois que j'écris des commentaires et de la doc, autant vous les montrer. Mais c'est dans cette partie-là, et vous avez les specs de comment ça fonctionne. Pour le premier rendu, en fait, on va avoir l'URL qui va être contacté, /preview, avec la totalité du contenu. Donc c'est l'ensemble des blocs. À la limite, on va en rajouter un autre. Voilà, et là, on va l'appeler premier héros. Hop, et celui-là, on va l'appeler second héros. Et on va sauvegarder. Donc lorsque j'édite ça, voilà, je veux que mes héros s'affichent correctement. Donc là, ça va varier d'un framework à l'autre, mais dans le cadre de Laravel, on fait un PHP artisan make de .controller et on va créer un preview controller. Ce preview controller, hop, on va l'ouvrir tout de suite et on va lui dire de créer une fonction dedans qui s'appelle index. Dans cette fonction, on recevra la requête request
Voilà. Et on lui dira de récupérer le contenu. Donc le contenu, on le recevra directement dans la requête. Il n'y a pas de clé. Donc vous faites directement ici un request et vous récupérez le contenu. Et ça, on va le récupérer sous forme de tableau associatif. Donc on va mettre true en second paramètre. Ensuite, on va lui demander simplement de faire un return view. Et on va rendre la vue qui s'appelle preview. Et on va lui passer l'ensemble des blocs. Qui sont tout simplement le contenu de la requête qui a été parsée. C'est très très simple, très bête. Donc on va aller créer ce fichier preview dans la partie template, ici. Je vais aller créer une nouvelle vue que je vais appeler preview.blade.php. Voilà. Donc dedans, on va extend de notre layout. On va mettre notre section content. Donc vous adaptez en fonction de votre structure. End section. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va parcourir l'ensemble de nos blocs pour les afficher. Donc on fera un for each blocks as block. Voilà, and for each. À l'intérieur de ce for each, je vais lui dire d'inclure la vue qui s'appelle components ou blocks. Et ensuite, je vais lui demander de charger le fichier qui correspond au nom du composant. Si vous regardez ce qui est passé au niveau de preview, lorsque vous actualisez la page et que vous affichez l'éditeur, on a l'ensemble des données qui sont rentrées. Donc là, par exemple, on retrouve le tableau d'action parce qu'on n'a qu'une action, notre contenu, notre title, et ensuite on a des attributs spéciaux. ID, ça sert vraiment en interne, ça vous n'aurez pas besoin de l'utiliser. Et underscore name, c'est le nom du champ tel qu'on l'a enregistré en JavaScript. Donc là, il me suffit simplement de lui dire, dans le bloc, je récupère l'attribut name. Et ensuite, je vais te passer en second paramètre tout pour que tu envoies tout à ce composant-là. Donc maintenant, dans mes vues, il me suffit de créer en fait un fichier de vue qui correspond à chaque bloc. Donc je peux lui dire, là j'ai envie de charger dans bloc un fichier qui s'appellera hero.blade.php. Et à l'intérieur, c'est un simple texte à trous. Je lui dis affiche title, affiche content, affiche buttons. Là j'ai repris le style de Bootstrap, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour les boutons, vu que c'est un tableau, je vais faire une boucle, récupérer l'URL, le type et le label du bouton. Si je veux pouvoir changer l'image de fond, je pourrais faire un style, faire un background URL, et lui dire, là, il faudrait que je récupère le background si on a permis une modification, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez vous créer des helpers aussi pour aller plus vite. Là, la complexité, après, c'est à vous de la mettre en place en fonction de ce que vous voulez pouvoir gérer. Donc maintenant qu'on a ce bloc-là, on peut câbler notre route grâce à notre routeur, et on lui dira, lorsque tu appelles en post, ça c'est important, /preview, donc juste preview, /preview, je veux que tu utilises le preview controller et que tu utilises la méthode index. Et là, si je réactualise la page, je clique sur afficher l'éditeur et on est presque bon, si ce n'est qu'il nous dit il y a un problème de token CSRF parce qu'il est embêtant, Laravel il met du CSRF partout par défaut, ce qui n'est pas trop mal, mais là on n'en a pas besoin, donc on va lui dire je ne veux pas que tu utilises le middleware verify CSRF token, parce que ce middleware là, il nous embête ici. Voilà. Donc, d'ailleurs, je crois que ça, c'est un tableau. Donc, on réactualise, on retente, on clique sur afficher l'éditeur, et il nous sort une petite erreur, il ne trouve pas la variable buttons, ce qui est tout à fait normal, parce que dans mon système, j'ai choisi de l'appeler action au lieu de button. Voilà. Donc là, on a notre rendu initial. Seul petit inconvénient, on ne peut pas sélectionner nos blocs, c'est un peu dommage. Alors rassurez-vous, c'est pas très compliqué, il faut que nos blocs soient nécessairement entourés d'une div qui a l'ID VE Components. C'est comme ça que mon script va être capable de détecter nos blocs. Donc dans notre partie preview ici, il faut entourer ça d'une div, c'est de toute façon expliqué sur la documentation, VE Components. Et chaque bloc doit avoir nécessairement un seul élément racine, parce que mon JavaScript va parcourir votre page pour identifier les blocs et les faire correspondre à ceux qui sont à gauche. Si vous faites ça, et que vous affichez l'éditeur maintenant, vous voyez que vous pouvez passer sur chacun de vos blocs. Et ça, c'est possible grâce justement à ce VE Components. Et si je clique dessus, ça va déplier le bloc qui correspond dans la partie de gauche. Et on a la possibilité entre les blocs de cliquer ici pour ajouter un nouveau bloc. Voilà, donc ça se fait grâce à cette div-là. Dernier point qui nous reste à faire, c'est lorsque l'on modifie un bloc, on veut voir le changement. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Comme je vous l'ai dit en introduction, lorsqu'on modifie un composant, il ne va pas recharger la totalité de la page, il s'attend à recevoir le nouveau code HTML qui correspond seulement au bloc qui a été modifié. Donc dans votre preview controller, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire si est-ce que notre tableau, c'est une liste.
Si c'est une liste, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est sur le chargement initial et qu'on va afficher toute une page. Dans le cas contraire, on ne veut rendre qu'un bloc en particulier. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est retourner la vue exactement comme on l'a fait, faire un blocks / le nom du bloc, donc que l'on récupérerait, du coup content deviendrait en fait ce que l'on avait, et ensuite on lui donnerait directement tous les paramètres. Voilà. Et là, vous êtes capable de rendre soit toute la preview, soit juste un bloc en particulier. Je réactualise la page, je clique sur afficher l'éditeur, et dans ma partie héros maintenant, si je rajoute du texte, automatiquement ça rend ce bloc grâce à mon Laravel. Donc vous voyez, hein, j'ai essayé de faire en sorte que l'intégration soit la plus simple possible. Si on essaie de faire en sorte que la page pour afficher un film soit visible, cette page-là, ben c'est très simple. Dans notre Movie Controller, on irait lui dire « j'ai envie d'afficher cette page-là ». Donc on s'inspirerait de ça, voilà. On lui dirait « vas-y, récupère le movie en question, charge la page qui s'appelle show, je t'envoie le film, et ensuite, hop, l'avantage, c'est que je vais pouvoir réutiliser le code que j'ai déjà créé. Je vais créer mon show.blade.php, je m'inspire de ce que j'ai fait pour la preview, au final c'est un peu la même chose, et histoire d'être le plus générique possible, ça, je vais le mettre dans un composant. Donc là, on va l'appeler blocks.blade.php. Je fais cette boucle à l'intérieur. Voilà. Là, dans mon show, je lui dis, je n'ai pas besoin de cette partie-là. Je pourrais afficher un H1 avec le titre de mon film, par exemple, movie title. Hop, et ça fonctionnerait. Et ensuite, si je veux afficher le reste de la page, là, je n'ai qu'à lui dire, il faudrait que tu inclues notre bloc, directement tous les blocs, et je te passe du coup les blocs, et les blocs, ça serait le contenu. Donc moi, ça serait movie content, tout simplement. Et si je réactualise, il va planter parce que je n'ai pas fait de casting au niveau de Laravel, et du coup, là, il me le sort sous forme de simple chaîne de caractères. Donc là, il faudrait faire un JSON des codes, et mettre, évidemment, voilà, idéalement, il faudrait faire du casting au niveau du modèle Laravel, ça serait beaucoup plus propre. Mais c'est pour vous montrer un exemple concret d'intégration. Et dans cette partie-là, on a juste à réutiliser du coup ce bloc-là. Donc j'ai fait en sorte que vraiment l'intégration de cet outil-là ait le coût minimum au niveau du serveur. Donc c'est très très simple à mettre en place et on a le rendu qui fonctionne à la fois pour la partie preview et à la fois finalement pour nos pages finales. Et on n'a pas 2 fois le code à répéter. Et c'est ça qui est plutôt intéressant avec cette approche-là, à mon sens. Après, c'est à vous d'être créatif. Typiquement, si je vous montre un exemple, on peut s'imaginer vouloir gérer le padding typiquement. Donc dans nos héros, ici, on va retirer les marges qui sont sur les côtés, parce que ça décompose un peu trop notre élément. On veut vraiment que ça soit collé. Et là, il râle, parce qu'effectivement, notre preview, hop, elle récupère directement les blocs, donc on n'est même pas obligé de lui passer un second paramètre ici. Hop. Voilà, ça c'est encore mieux, c'est encore plus simple. Donc là, nos blocs sont bien collés les uns aux autres. Et ce que l'on pourrait faire, c'est lui dire, j'ai envie de pouvoir gérer le padding. Donc là, on a un range qui permet de spécifier un range. On peut le mettre dans notre partie déclaration de champ. Hop. Donc on va le mettre dans notre héros. On va lui dire je veux un range qui serait finalement notre padding. On l'appellerait padding. On lui donnerait un label. Donc ça serait espacement. On pensait que c'est pour un administrateur. Si vous lui dites padding, il ne comprendra pas trop. Vous pouvez lui donner des informations. Et ensuite, vous mettez des valeurs par défaut, le minimum et le maximum. Je ne sais plus combien c'est sur Bootstrap, donc on va mettre 7. Et ça, c'est les étapes, c'est-à-dire de combien vous pouvez incrémenter. Ce range, je vais venir l'importer là-haut. Hop. Voilà. Et on le ferme ici. Maintenant, dans la partie héros, donc dans mon composant, je peux lui dire la partie padding en Y, elle sera directement $padding. Faites attention, si vous créez ce champ comme ça va provoquer un problème, parce que par défaut, pour la version qui a déjà été enregistrée, padding n'existait pas. Donc si vous voulez mettre une valeur pour le cas où ça ne serait pas défini, vous pouvez le faire ici comme ça aussi. Voilà, je vous conseille de faire ça parce que tous les champs ne seraient pas forcément définis dans cette partie-là. Et si je reviens dans mon formulaire, hop, je vais mettre une valeur qui correspond à ce que moi j'ai mis par défaut en PHP. Si je réactualise la page, le padding va fonctionner et maintenant j'ai la possibilité dans la partie éditeur visuel de venir modifier le padding de l'élément directement avec ce petit slider. Bon, on voit que c'est 5 maximum, au-delà ça ne fonctionne pas.
Enfin, vous avez aussi des méthodes que vous pouvez utiliser sur ces retours-là. Alors malheureusement, là, on n'a pas les types qui fonctionnent parce qu'on a importé un peu via le navigateur. Mais par exemple, vous pouvez lui dire ici, je veux que ça soit affiché quand le padding est égal à 3. Et ça sous forme de chaîne de caractères. Dans ce cas-là, lorsque vous cliquez sur afficher l'éditeur, vous voyez que tant qu'on n'a pas un espacement de 3, ça ne s'affiche pas. Et hop, dès qu'on met 3, ça peut s'afficher. Donc vous pouvez même avoir des champs conditionnels qui s'affichent en fonction de situation. C'est plutôt cool dans des situations un peu compliquées. Pareil, sur les boutons, là, ils sont les uns sous les autres. Vous avez aussi des champs qui ne sont pas véritablement des champs représentés dans la structure des données, mais qui permettent de représenter les choses. Typiquement, on a row qui permet de faire une liste en fait d'éléments sous forme de colonnes. Donc, si vous voulez les boutons avec 3 colonnes, ben, vous pouvez ici lui dire, plutôt que d'avoir les boutons de cette manière-là, je veux un champ row, et vous lui passez en paramètre un tableau qui contient vos champs. Voilà. Et hop, on importe row au-dessus. Et ça vous permet d'avoir normalement 3 champs les uns à côté des autres. Bon, c'est des exemples, mais après, il suffit de regarder un petit peu ce que l'on peut faire, de travailler un petit peu avec, et vous pouvez faire plein de choses. Typiquement pour le champ image, hop, si je vous le retrouve, vous avez ce champ image URL, hop, et lui il fonctionne avec un onBrowse. Et en fait là vous devez avoir une fonction qui renverra une promesse pour l'élément sélectionné. Donc ça peut s'interfacer très facilement avec n'importe quel gestionnaire de fichiers de cette manière-là. Voilà, après vous avez les couleurs, vous pouvez mettre des couleurs ou des variables, ça c'est plutôt intéressant aussi. Qu'est-ce que je pourrais... il y a l'alignement. Alors l'alignement, vous avez l'alignement comme ça qui permet de mettre un élément à gauche, à droite, en bas ou en haut. Et vous avez le texte aligne qui permet de faire du left, right ou center. Donc ça peut être intéressant aussi pour positionner des éléments. C'est des sortes de checkbox personnalisés. Et vous avez aussi un layout tabs qui vous permet de spécifier plusieurs onglets, comme c'est le cas ici. Et enfin, vous pouvez définir vos propres champs. Donc là, dans ce cas-là, il faudra importer React depuis Boxraiser Visual Editor. Donc ça, c'est pour s'assurer qu'on n'ait pas deux versions de React mélangées. Et ensuite, vous pouvez déclarer le champ de cette manière-là. Donc vous pouvez créer vos propres champs si ça vous chante. Enfin, vous avez aussi la possibilité de créer des templates. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'ai rajoutée assez récemment. Donc pour l'enregistrement, ça fonctionne un peu comme les composants. Vous faites un register template, vous donnez un nom à votre template, une image d'aperçu, une description, et ensuite vous allez mettre des datas qui seront les données d'une page d'exemple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est concevoir votre page de manière classique, comme ça, copier le code, et ensuite dans votre JavaScript, hop, vous pouvez lui dire à ce niveau-là, hop, je veux créer un template, editor.register_template. Vous lui donnez, donc comme j'ai dit, je me souviens déjà plus, un nom. On va l'appeler démo. Vous pouvez lui donner une image et surtout les datas. Et les datas, vous collez, hop, le code de votre page. Comme ça, si l'utilisateur arrive et est en train d'éditer une page où il n'y a aucun composant, il aura la possibilité de choisir un template parmi la liste et de le sélectionner pour pré-remplir la page automatiquement. Voilà, donc ça peut être plutôt cool. Et vous pouvez aussi, dans Data, ne pas lui donner directement le contenu parce que ça peut être un peu gros, et faire un appel serveur, et faire un fetch, et dans ce cas-là, il faudra renvoyer des données en résultat. Donc ça peut être cool, comme ça vous pouvez avoir votre serveur qui génère des templates à la volée et faire pas mal de trucs à ce niveau-là. Mais voilà pour ce petit tour d'horizon de cet éditeur visuel. Donc vous le voyez, c'est quelque chose qui est très simple à utiliser. Au niveau de votre HTML, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il suffit simplement d'utiliser un élément qui s'appelle Visual Editor. Vous pouvez faire le branchement via Alpine ou via du JavaScript pour déclencher ça. Mais au niveau de l'HTML, c'est très très simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez en faire une fonction pour éviter de répéter ça à chaque fois. Et après, pour le traitement, il n'y a rien à faire parce que finalement, c'est simplement traité comme un texte area qui contiendrait votre contenu. Vous avez ensuite à déclarer l'ensemble des composants qui vont pouvoir être ajoutés par votre administrateur de cette manière-là. Donc avec la méthode register_component, vous utilisez les champs qui existent déjà ou des combinaisons de champs que vous avez créés. Vous n'hésitez pas vraiment à vous créer vos propres fonctions pour éviter de répéter encore et toujours la même chose. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir cette déclaration-là sous forme de JavaScript. Et enfin, vous avez la partie preview qui se fait très simplement avec de simple include ou avec une logique un petit peu plus complexe. Je vous ai mis quelques exemples d'intégration aussi dans la documentation avec une approche un petit peu plus orientée objet, mais ça vous donnera un ordre d'idée de comment ça peut fonctionner.
Du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous servira. Si jamais vous avez des questions liées à cet éditeur ou que vous aimeriez bien voir d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à venir poster une issue sur GitHub directement. Donc j'espère que ça vous a plu et du coup je vous laisse l'essayer et l'utiliser.